Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Les jeux de cartes. C'est quand même dingue de se dire que certains et certaines sont prêts, à dépenser des cents et des mille pour un morceau de carton coloré et légèrement scintillant. Et elle t'a coûté combien jusqu'ici, ta collection de pins? Eh oh, moi je soutiens des créatrices indépendantes, c'est pas pareil. Mais je reconnais qu'il faut pas mal de talent narratif pour créer un univers cohérent et stylisé qui plaît à suffisamment de monde. C'est vraiment le côté course au gacha qui m'inquiète, d'autant plus que le public visé est généralement assez jeune. Ça t'a pas empêché de te mettre à leur canap. Bon, t'as fini de me balancer mon hypocrisie en pleine face? Je m'en lasserai jamais. Et comme dans tout concours de popularité, le monde des jeux de cartes à collectionner est rempli de quelques élus et de centaines de recalés. Même si tu as une série toyetique à ton nom, rien ne promet un succès sur le long terme. Comme pour notre sujet du mois. Et encore un exemple à retenir pour la vidéo sur les éléments. Oui, on sait. Gormiti, les seigneurs invincibles de la nature, est à la base un jeu italien mis au point par Leandro Consumi et commercialisé par Giochi Preziosi entre 2005 et 2011 avant de tenter un reboot en 2022. Le but était de collectionner des figurines, les famosos Gormiti, ainsi que leurs cartes associées et de les échanger au cours de duels avec ses amis. Le déroulé du jeu a sûrement changé depuis le temps, mais en gros, chaque joueuse a des figurines et des cartes, personnages, attaques, etc. Il faut associer nos figurines à certaines de nos cartes puis aligner le tout face à notre adversaire. Chaque joueuse retourne une carte et on additionne les points d'attaque de la carte aux points de force de la figurine. Celui qui a le plus de points remporte le duel, on élimine la carte et la figurine perdante et on recommence. Il faut éliminer tous les personnages de nos adversaires pour gagner la partie. Bien évidemment, qui dit jeu dit merchandising et donc des extensions, des terrains qui donnent des bonus ou des malus, de nouvelles figurines et bien évidemment son propre dessin animé toyetique. Gormiti est une série d'animation franco-italienne de 65 épisodes répartis en 3 saisons, coproduite par Marathon Media et diffusée pour la première fois entre 2008 et 2011 sur Italia 1 et Canal J. Chaque saison est intitulée comme l'extension la plus populaire de l'année de sa production, soit dans l'ordre Les Seigneurs de la Nature, L'Ère de l'Éclipse Suprême et Évolution Néo-Organique. L'univers a alors plutôt étendu et assez complexe, mais de ce que j'ai compris, le dessin animé n'en prend pas grand cas et fait un peu sa propre tambouille. Cette série nous présente les aventures de Toby, Nick, Lucas et Jessica, 4 enfants aux abords sans histoire, mais qui sont appelés à chaque épisode dans un endroit nommé la cave originelle par Razel, un lézard parlant joué par Christophe Lemoine en français. Vous savez de quoi ces failles sont capables? En général, elles se contentent pas d'une demi-apocalypse, alors un conseil! Trouvez au plus vite ce qui se passe dans la cité du peuple de l'air. On va pas traiter son personnage, mais on voulait pas rater l'occasion de faire entendre une voix aussi iconique dans une de nos vidéos. Dans la cave, les enfants peuvent observer le Gorm, une île située dans une autre dimension et dans laquelle vivent les Gormiti, des êtres liés aux forces de la nature dont elles peuvent tirer des pouvoirs. Et comme il n'y aurait pas de série si c'était une dimension qui avait atteint la paix universelle, les tribus de l'air, des forêts, de l'eau et de la terre sont en guerre contre les tribus de lave, dirigées par Magnion qui, comme tout méchant de dessin animé unidimensionnel, n'a qu'une idée en tête. Tentez de conquérir le monde. Of course! En quoi c'est problématique, demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que le Gorm est lié à notre dimension, et que toute catastrophe qui se produit là-bas se répercute ici. Il incombe donc à nos protagonistes de plonger régulièrement à l'aventure pour tenter de régler la situation avant que les dégâts sur Venture Falls ne soient irréparables. Mais comme des enfants humains se feraient tuer en 2 minutes, il faut que l'un ou l'une d'entre eux reste sur Terre pour pouvoir guider les 3 autres dans leur enquête. Et quand la situation le demande, Yel peut leur conférer des pouvoirs et faire d'eux des seigneurs de la nature. Il l'a dit! Pour vaincre les forces de Magmion, arranger la situation et revenir à Venture Falls, généralement pour donner une morale à un problème de la vie quotidienne dont on avait parlé au début de l'épisode. Rincer et répéter jusqu'à ce que les studios disent stop. Une sorte de MJ qui guide les personnages, leur donne une nouvelle apparence et des pouvoirs pour combattre dans un autre monde, ce qui permet de sauver la Terre. Pourquoi ai-je la sensation d'avoir déjà vu cette configuration quelque part? Oui, mais contrairement à ce gag qu'on a piqué à CDAL, le MJ de Gormiti change à chaque épisode ou presque. Puis elles en trouvent un permanent dans les saisons suivantes, donc on peut se permettre de faire venir tous les personnages en même temps. Je vais pas vous refaire la liste de ce qu'on doit attendre d'une série Marathon Média, vous devez l'avoir mémorisé depuis le temps que j'en parle. Je dirais que Gormiti se démarque de ses consoeurs par ses messages écolos plus appuyés et le fait que ce soit une adaptation plus directe de son matériau de base. Et ça me donne l'occasion de travailler mes designs de créatures. À nos marques, prêts, dessinons. Tobias Strip, ou juste Toby, est un des 4 protagonistes de la série. C'est aussi le frère aîné de Nick, dont on parlera un peu plus tard. Il y a des chances qu'ils soient jumeaux vu que Toby n'a pas l'air particulièrement vieux, mais c'est pas précisé. C'est le comic relief de la bande, qui ne prend presque rien au sérieux, aime l'action et fait parfois des blagues un peu bébêtes. Et comme l'exige son archétype, il est plutôt paresseux et moyen à l'école.
Malgré son manque de sens des responsabilités, il est aussi un des plus braves parmi le groupe. Non pas que les autres le soient moins, mais Toby est celui qui affronte le plus souvent ses peurs, comme son arachnophobie. Et même s'il aime faire tourner son frère en bourrique, les deux sont très complices. Il est le seigneur des océans, ce qui lui permet de contrôler l'eau, d'en tirer par son abdomen, de respirer sous l'eau et de nager très vite, même s'il est déjà un très bon nageur en humain. Il a aussi des tentacules qu'il peut allonger pour attaquer, attraper ou manipuler des objets. Il peut également changer son bras droit en une pince. Il est joué par Paolo De Santis en italien, par Sam Riegel en anglais et par Emmanuel Garijo en français. Un lézard bavard, c'est cool. Un lézard sournois, c'est tout moisi. Toby ne brille pas par son originalité en tant que comic relief, et vu qu'il n'a pas l'air plus vieux que ses amis et son frère, on ne peut même pas dire qu'il est le chef par droit d'aînesse. Ça en fait peut-être le moins prise de tête, mais je pense qu'on peut essayer autre chose avec lui. Au départ, je voulais appuyer son côté sportif, mais il n'est pas question de dessiner un gamin en maillot de bain, même pour des raisons parfaitement innocentes. Du coup, j'ai simplement opté pour lui donner un débardeur avec un dauphin dessus. Je suis nulle pour dessiner les dauphins, mais dites-vous que ça aurait pu être un espadon. Côté coupe de cheveux, je trouve que l'original manque un peu de panache, même si je comprends l'idée de marquer le contraste avec sa forme transformée. J'ai donc essayé de trouver un compromis pour conserver sa caractérisation originale. En parlant de sa forme Gormiti, ça a été un sacré casse-tête. En effet, les originales sont dans la logique d'une série créée pour vendre des jouets. Les personnages ont donc des articulations marquées et des traits simplifiés pour imiter le mood des figurines. Et puis faut admettre que les Gormiti de l'époque ressemblaient un peu à des patchwork dans leur concept. J'ai donc pioché un peu partout dans mes références pour essayer d'obtenir quelque chose d'harmonieux. Mon Seigneur des Océans n'aura que 2 tentacules crâniens jaunes, une crête qui lui servira de casque et une sorte d'armure bleue et orange. J'ai essayé de lui donner une musculature et une pose de nageur olympique, mais j'ai eu pas mal de difficultés à trouver un équilibre, surtout avec mon écueil de faire des grosses têtes. Et on ne le voit pas vraiment, mais je l'imaginais avec un profil très poissonneux et des lèvres assez proéminentes. Si je devais réécrire la série, je pense que j'aimerais jouer sur le côté compétitif de Toby. Bien sûr, il resterait le comic relief de la bande, mais je lui donnerais bien une angoisse de l'échec qui le pousse à se donner à 210% dans ce qui lui plaît, même contre ses proches. En se faisant isekai avec son frère et leurs amis dans le Gorm, Toby apprendrait à lever le pied et à reprendre goût au fait de simplement nager pour lui-même. Nicolas Tripp, dit Nick, est le deutéragoniste de la série et le frère cadet de Toby. Contrairement à ce dernier, il est beaucoup plus sérieux, studieux et responsable, au point qu'avoir 19 sur 20 le fait se sentir comme un minable. Alors, c'est tout à ton honneur d'être bon à l'école, mais faudrait voir à rester zen au bout d'un moment. En conséquence, il est toujours content d'être le MJ, puisqu'il sent que c'est le meilleur moyen de mettre ses connaissances à profit. En tant que cerveau du groupe, il établit le plus de stratégies, gère la diplomatie entre les tribus et arrive à déchiffrer certaines runes antiques. Ça ne l'empêche pas d'être bon en sport, même sous sa forme humaine. Et même si Toby le fait souvent tourner en bourrique, il reste très complice. Ne demandez juste pas pourquoi la cave originelle se trouve sous leur maison, ni comment les enfants l'ont découverte, mais pas les parents, c'est jamais expliqué. Il n'y a pas grand-chose d'expliqué dans cette série de toute façon. Il est le seigneur de la Terre, ce qui lui donne plus de force musculaire brute et d'endurance. Il peut manipuler les roches et les tronçons de terre, mais pas les végétaux puisqu'ils sont un élément à part dans cet univers. Il peut également modifier des parties de son corps pour en faire des armes de mêlée. Il est joué par Massimo Di Benedetto en italien, par Brian Bicock en anglais et par Hervé Grull en français. T'as pas tort, ça pourrait me désorienter à tel point que je pourrais t'expédier accidentellement dans la grotte aux araignées. Le comique autour de Nick est censé tenir du fait qu'il se comporte comme l'aîné alors qu'il est le plus jeune. Mais comme la différence d'âge entre les personnages n'est pas vraiment appuyée, le contraste ne fonctionne pas vraiment. C'est dommage, mais il va falloir changer 2-3 trucs chez lui. Pour commencer, j'ai décidé d'assagir un peu sa coupe de cheveux. Les pics relevés, c'est peut-être pratique pour différencier sa silhouette, mais au final, ça reste très banal. Parce que le style Matt Damon des années 90, ça l'est moins. Non, mais ça correspond mieux au cerveau d'un groupe. Comme j'aimais son combiné t-shirt et gilet dans la saison 3, j'ai eu envie de le reprendre avec les teintes de la saison 1. Pour sa forme Gormiti, j'ai voulu lui donner une découpe relativement mastoc, mais au final, j'ai peur que ça ne se voit pas trop dans le résultat final. Pour les excroissances grises sur ses épaules et ses bras, c'est inspiré des rocailles dans les légendaires, dont le corps est partiellement recouvert de roches organiques qui elles peuvent manipuler à volonté. Pendant que je travaille sur les nombreuses stries pour simuler la pierre qui compose son corps, si je vous parlais un peu de mon pitch.
J'avais dans l'idée que le père de Toby était un des derniers membres d'une ancienne confrérie qui protégeait le portail entre la Terre et le Gorm. Il a pris sa retraite après son mariage et n'a jamais parlé de son passé surnaturel à sa famille. Jusqu'au jour où ses fils ouvrent de nouveau le portail avec leurs camarades de classe et se fassent isekai chez les Gormiti. Sur place, ils absorbent accidentellement le pouvoir des orbes élémentaires et deviennent les seigneurs de la nature du sous-titre. En bon intello, Nick est super excité de pouvoir étudier tout un monde différent du sien, au point de douter de son désir de rentrer sur Terre. Rassure-moi, il va pas nous faire une Marcy-Wu. Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépendra de comment l'intrigue peut évoluer. Puissance de la Terre! Lucas Swanson est le tritagoniste de la série. Il est aussi le plus engagé dans la défense de la nature, même si ça énerve, gêne ou déconcerte son entourage. En même temps, quelle personne équilibrée se soucie de ce que devient le popcorn en éclatant, à part des bobos qui tentent de s'acheter une conscience pour se sentir supérieur aux autres? On va pas se lancer dans ce débat, ça va durer trop longtemps pour nos nerfs. Mais ça fait de lui le plus passionné au sujet de la défense du Gorm, là où Nick a une approche plus détachée avec le minimum d'affect. Lucas est également aveugle au niveau sentimental, puisqu'il n'est pas fichu de comprendre pourquoi une des filles de leur classe lui fait du gringue. Il est aussi un peu bonne poire car il se fait souvent avoir par les farces de Toby. Mais je crois que les scénaristes ne savaient pas trop quoi faire avec lui parce qu'elles en ont fait une espèce de complotiste chelou au fil des saisons. En tant que seigneur des forêts, il est capable de manipuler les végétaux pour les faire bouger ou croître à volonté, changer son bras en racine et même le faire repousser s'il est coupé. Il est joué par Federico Zanandrea en italien, pas de blague sur son nom où vous allez perdre 1 euro dans votre canapé, par Oggy Banks en anglais, pas de blague sur son nom où vous allez perdre 5 euros en allant faire les courses, et par Alexandre Nguyen en français. C'est à cause de ton discours que tu t'énerves. Ça va bien se passer, c'est pratiquement comme quand tu joues une pièce. Lucas est un peu redondant en tant qu'amoureux de la nature dans une série déjà pleine de messages environnementaux qui enfoncent des portes ouvertes. Mais il a un certain potentiel qui mérite d'être exploité. Comme d'habitude avec les personnages racisés, il a fallu faire attention pour ne pas tomber dans la caricature. C'est en partie pour ça que j'ai choisi un style très simple et peu détaillé. Je trouve que la séparation entre ses dreads et l'arrière de la tête n'était pas assez démarquée, alors j'ai voulu lui ajouter un bandeau vert sur le front et 1 ou 2 bijoux dans les cheveux. Pour rester dans une idée de less is more, j'ai décidé de combiner ces 2 tenues principales et de jouer sur les tons pour rendre le tout cohérent. Mais si tu voulais symboliquement le présenter comme un arbre, ça aurait pas été plus logique de mettre du vert dans ses cheveux? Plus logique peut-être, mais harmonieux, j'en suis pas sûre. Et puis ça m'a permis de me lâcher davantage avec sa forme Gormiti. Oui, ce sont bien des feuilles qui forment son visage, et alors? Je tiens juste à préciser que je n'aime pas vraiment les couleurs que j'avais sous le stylet, alors je vais sûrement les changer après la capture du procédé. J'avais dans l'idée de faire de Lucas un personnage plus passif qui servirait de médiateur entre ses amis. Il veut certes rentrer sur Terre, mais c'est aussi celui qui rappelle de prendre son temps et de garder son calme, surtout dans leur situation excentrique. Jessica Erlens, parfois appelée Jess, est la tétragoniste de la série et la seule fille du groupe. En ce titre, elle doit représenter tous les stéréotypes qu'on avait à l'époque. L'obsession pour son apparence alors qu'elle porte la même tenue à chaque épisode, le petit côté chochotte et la proximité chelou avec la majorité du casting masculin. Et vu qu'on arrive sur la fin des années 2000, il faut qu'elle soit une girl boss qui est ceinture orange en judo et remet les machos à leur place. Vous imaginez si Loli Rock avait été produit par les mêmes employés à la même époque avec les mêmes schémas de pensée? Ça aurait été insupportable. Mais ces écueils rendent Jessica très compétitive, particulièrement avec Toby, comme si elle voulait démontrer quelque chose. La vérité fausse numéro 2 peut-être? Je reconnais cependant qu'elle a le mérite de ne pas céder au cliché de la blonde stupide et d'avoir un bon sens des priorités. C'est pas au même niveau d'obsession que Nick, mais c'est assez bien quand elle est la MJ. Elle est la dame de l'air, ce qui lui permet de voler, de déclencher des tourbillons violents, et elle peut se servir de ses plumes comme projectiles. Elle est jouée par Patrizia Motola et Marcella Silvestri en italien, aucun rapport, par Melissa Fan, pas de blague sur son nom où vous allez perdre 10 euros au loto, Cathy Higgins et Laura Baylor en anglais, Ne demandez pas pourquoi la seule fille du groupe a enchaîné les actrices en 3 ans, mais t'as dit qu'il vaut mieux pas demander. et par Delphine Braillon en français. Pas de blague sur son nom où vous allez perdre tout votre argent dans une escroquerie à l'IA générative. Le samedi, c'est la journée de la manucure.
Un maître doit prendre soin de ses ongles. Jessica est au final assez banale dans le catalogue des personnages principaux féminins de Marathon Média des années 2000. Pas aussi faux-folle que Kiko, pas aussi sceptique que Diana, pas aussi stéréotypée que les Spies. Elle est à un point assez neutre dans le grand ordre des choses, ce qui peut m'aiguiller sur une certaine voie. Comme je préférais la découpe de sa tenue dans la saison 2, j'ai décidé de la reprendre tout en essayant de conserver les tons froids de la précédente. D'ailleurs, le rose sera relativement absent de ma version parce que j'ai jamais associé cette couleur à l'air. C'est pas aussi parce que tu as mis beaucoup de temps à te réconcilier avec le rose et que tu as encore des réactions de rejet involontaires? En partie aussi. Mais j'aimais beaucoup ces boucles d'oreilles en forme de plume, alors j'ai décidé d'en garder une. J'ajouterai peut-être un motif d'aile sur ses vêtements pour appuyer davantage son association, je sais pas encore. Pour sa version Gormiti, j'ai voulu tout faire pour éviter de tomber dans l'écueil de la silhouette féminine très marquée. Surtout que pas mal de personnages genre et femmes n'ont pas du tout la silhouette qu'on attendrait. J'ai donc décidé de lui donner une tête de hibou sans bec, plus de plumes visibles et des serres en guise de mains et de pieds. Mais comme j'aimais beaucoup ses ailes de la saison 1, je les ai reprises et teintes pour rester dans ma palette choisie. Dans ma réécriture, je pense reprendre le côté compétitif de Jessica et d'en faire son défaut principal. Elle ressent le besoin de devoir constamment prouver sa valeur car elle a grandi dans un environnement très macho. Elle se cache sous une apparente frivolité, mais elle n'en reste pas moins aussi acharnée que Toby pendant une course de natation. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de poser la question de la valeur des femmes dans un milieu patriarcal dans une série à destination des enfants? L'idée, c'est avant tout de permettre d'ouvrir le dialogue entre les parents et les enfants, et de faire passer une première réponse en montrant Jessica sortir de ce cercle vicieux, en comprenant qu'elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Gormiti en tant que marque existe toujours, au travers de nouvelles figurines, de nouveaux accessoires et de nouvelles séries, respectivement sorties en 2012, 2018 et 2024. Ah ouais, ce mix chelou entre un Power Rangers du pauvre et Code Lyoko Evolution qui passe sur Gulli. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder celle-ci avant de préparer l'émission. C'était comment? Mignon et les efforts sont visibles, mais on aurait vraiment dû en rester à l'animation. Vu que Gyoki Preciosi a changé de collaborateur à chaque itération, j'aurais tendance à douter. Faut dire que la licence, pour tout son esthétisme et sa capacité à rebondir, n'a pas grand-chose sur laquelle se vendre. La première série en particulier, qui, en plus de remplir le cahier des charges habituel de Marathon Média, tend à enfoncer des portes ouvertes avec ses messages écolos. Non pas qu'il n'en faut pas, surtout vu l'époque à laquelle on vit, mais le sujet est traité avec pas mal de naïveté et de solutions faciles pour terminer l'épisode rapidement. Le fait que la série n'ait pas de fin à proprement parler tend à me hérisser le poil, mais c'est un problème trop commun, surtout dans les séries d'animation. La caractérisation est aussi assez ennuyeuse, vu que dans toutes les séries jusqu'ici, les méchants sont liés soit au feu, soit aux ténèbres, parfois aux deux en même temps. Tu sais, toutes les histoires à thématique élémentaire n'ont pas les mêmes vocations philosophiques qu'Avatar, surtout celles destinées à un jeune public. C'est pas une raison pour ne pas faire ton boulot comme il faut pour au moins tenter de proposer quelque chose d'intriguant. Parce que bon, le coup des gamins qui sauvent deux mondes toutes les semaines, c'est un classique de la télé-jeunesse, mais au moins il y a une justification. Là, c'est juste comme ça, ferme-la et achète nos... Bon, je suis sûrement trop sévère avec Gormiti, qui n'apporte au final rien de plus que ce qu'elle a promis. Des combats entre créatures élémentaires pour contrôler ou protéger une île mystérieuse. En un sens, c'est assez proche du jeu d'origine. Ça n'empêche que la série sera un bon exemple pour Oui, on sait! Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal et Terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trop tard. Run for your life!